Tout est possible. Livre de Robert H. Schuller. Conférence donnée à Montréal par le docteur Robert H. Schuller. Merci beaucoup. Je suis entré dans l'auditorium il y a environ une demi-heure et j'ai entendu vos applaudissements. J'ai été agréablement surpris car je croyais que le peuple canadien-français était un peuple très réservé, conservateur et même sans enthousiasme. Mais vous êtes formidable. Les gens d'Amway sont identiques dans tous les coins du monde et je sais que je vous aime déjà. Je vous remercie de m'avoir invité, c'est un grand honneur que vous me faites. Je sens que nous allons avoir beaucoup de plaisir. Je ne savais pas que mon français était si bon. Avant de venir ici, je ne savais pas non plus que je pouvais le lire si bien. Pepsi Cola, 7-Up, Amway. J'aimerais parler le français, c'est une si belle langue, tellement belle, ne l'abandonnez jamais. Je crois à un monde uni, mais j'aime un peuple qui conserve sa culture. Alors continuez, nous vous aimons. Préparez-vous à changer votre vie au cours des prochaines 45 minutes. Je suis certain que tous les gens ici présents s'accordent à dire que la vie est faite de petits détails. Un détail par-ci, un détail par-là, 2, 3, 4, 5 détails. C'est cela qui fait ce que vous êtes aujourd'hui et où vous en êtes aujourd'hui. Je prédis que dans un avenir assez rapproché, des centaines de gens parmi vous jeteront un coup d'œil en arrière et diront que c'est à Montréal que leur vie a changé. Avant de vous faire part des idées qui changeront votre vie, je vais vous avouer que ça me fait un très grand plaisir d'être ici parce que je suis un grand admirateur de Rich DeVos et de Jay Van Andel. Et je regarde la compagnie Amway avec admiration. Non seulement sont-ils d'honnêtes et authentiques chrétiens, mais ce sont aussi de grands personnages. Ils ne sont pas parfaits car personne n'est parfait et je m'explique. L'année dernière, le Club des Diamants m'a invité à donner une conférence à Ada. Je voyage beaucoup et il ne m'est jamais arrivé d'être accueilli à un aéroport tel que je le fus à Ada. En effet, il y avait là une énorme maison motorisée très luxueuse qui m'attendait. On m'a dit qu'elle avait été aménagée spécialement pour les cadres supérieurs de la compagnie. Lorsque je l'ai visitée, je m'y suis presque perdue. Le salon était meublé de luxueux fauteuils. Il y avait de magnifiques salles de bain, sans parler de jolies chambrettes. Je n'avais jamais vu pareille chose et j'en ai profité pour la visiter entièrement. Je me suis arrêtée à une des salles de bain et par curiosité, j'ai ouvert une porte de l'armoire. Devinez ce que j'y ai découvert. Une boîte d'Ajax. Voilà ce que je voulais dire quand je vous disais tantôt qu'il n'était pas parfait. Ne le dites pas à Rich, quand il viendra à Montréal. Ce sont des gens vraiment formidables. Même si j'aime Amway, ne m'offrez pas de me commanditer, car beaucoup de gens extraordinaires l'ont fait avant vous. Votre vie va changer au cours des prochaines 45 minutes, à condition que vous surmontiez votre plus gros problème. Si je vous disais que dans votre famille ou dans votre entourage, il existe une personne qui vous abaisse dès que vous avez une bonne idée, vous sauriez alors que vous avez un ennemi. De plus, si je vous disais qu'il y a une personne qui vous contrarie avant même que vous ayez pu exprimer vos grandes idées, vous sauriez alors que vous avez un sérieux problème. J'ai des nouvelles pour vous. Cette personne existe et cette personne, c'est vous. La vérité, c'est que personne ne vous abaisse autant que vous ne le faites. Personne ne passe autant de temps à penser à vous que vous-même. Avant de continuer ma conférence, je veux que vous réalisiez que votre plus gros problème, c'est vous-même. Arrêtez de vous détruire et de vous rabaisser. Quand une bonne idée vous vient à l'esprit, ne la rejetez pas. Attrapez-la et gardez-la. Tout le monde connaît les bonnes manières et la courtoisie. Si le Premier ministre du Canada entrait dans cette salle, tous se leveraient pour lui rendre hommage. Dans quelques instants, je vais faire entrer dans cette salle une force plus importante encore que celle d'un chef d'État, une chose plus puissante que le gouvernement. Je vais faire entrer dans cette salle 10 grandes et nobles idées. 10 idées qui vont changer votre vie, je le sais, car elles sont essentielles à la formation d'une personne qui pense que tout est possible. Vous savez respecter votre Premier ministre, mais savez-vous comment respecter une idée? Avant de vous présenter ces idées qui peuvent changer votre vie, je veux vous enseigner des façons de traiter une idée.
Quand une idée positive vous vient à l'esprit, traitez-la comme si c'était une reine. Tenez-vous au garde à vous, saluez-la, respectez-la, écoutez-la. Nous entendons constamment parler de manque de ceci, de manque de cela, de nos jours. En réalité, le problème n'est pas le manque, mais bien le gaspillage. Le gaspillage ou la perte d'excellentes idées est le problème le plus sérieux de nos temps modernes. Le monde se divise en deux catégories bien distinctes. Ceux qui pensent que tout est impossible et ceux qui pensent que tout est possible. C'est précisément de cette dernière catégorie dont il sera question. Penser que tout est possible est un exercice mental qui fait qu'une personne s'arrête sur une bonne idée qui lui vient à l'esprit. Une idée valable qui mérite qu'on l'écoute, qu'on la respecte et surtout qu'on lui donne toute notre attention. Voilà ce que j'appelle penser que tout est possible. Penser que tout est possible réussit partout, même dans le mariage. Mon épouse et moi sommes très heureux dans notre vie conjugale, car nous avons une relation formidable. Une des causes de notre bonheur est sans aucun doute le fait que je m'occupe de l'administration et qu'elle s'occupe de l'administrateur. Nous avons 5 enfants et penser que tout est possible rend notre vie familiale extraordinaire. Penser que tout est possible réussit partout. Avez-vous déjà entendu l'histoire suivante? Un marchand chinois était propriétaire d'un magasin situé en plein centre d'un pâté de maison. Un jour, tous les magasins à sa gauche furent démolis pour être remplacés par un énorme magasin à rayons. Quelques semaines plus tard, les magasins à sa droite furent remplacés par un autre magasin à rayons. Puis un jour, en se rendant à son petit magasin, il s'aperçut que c'était l'ouverture officielle des 2 grands magasins à rayons qui offraient la même marchandise qu'il avait dans son magasin. Savez-vous ce qu'il a fait? Au-dessus de la porte de son magasin, il accrocha l'enseigne suivante. Un trait principal. Penser que tout est possible nous fait accomplir des miracles. Un jour que je voyageais par avion, j'ouvris ma serviette pour en sortir un de mes livres. Ma photo apparaissait sur la page couverture. Sans savoir, je m'étais assis à côté du plus grand cerveau mathématique de tous les États-Unis. En voyant ma photo sur mon livre, il me fit la remarque suivante. « Vous êtes écrivain ?» Je lui ai répondu affirmativement et il me demanda sur quel sujet j'écrivais. « Sur la pensée positive, lui répondis-je. » Tout en ajoutant « J'imagine que penser positivement ou négativement dans votre profession n'a aucune importance car 2 et 2 font 4 et 3 et 3 font 6, etc. La façon de penser n'affecte en aucun temps le résultat obtenu dans votre travail. » En me regardant, il me dit « Permettez-moi de vous raconter une histoire vécue et ensuite vous en tirez vos propres conclusions. » Il y a 40 ans de cela, j'étais étudiant à l'université de Stanford où je suivais des cours de mathématiques du plus grand professeur de l'époque, le docteur Evan Patrick. Un jour, lors d'un examen, j'arrivais en retard. Alors que je ramassais discrètement un questionnaire sur le bureau du professeur, celui-ci me fit remarquer qu'il y avait aussi 2 questions inscrites au tableau et auxquelles il fallait répondre. Le temps alloué pour l'examen étant expiré, il ne me restait qu'à répondre aux 2 questions sur le tableau. Je lui demandai du temps supplémentaire et il m'accorda jusqu'au vendredi suivant pour remettre mes feuilles réponses. J'ai travaillé et j'ai réussi à résoudre une seule des 2 questions. Je retournai mes feuilles réponses le vendredi. Le dimanche matin, on frappa à ma porte. J'ouvris et je vis mon professeur qui me dit d'un ton enthousiaste « Georges, tu as changé l'histoire des mathématiques. »« Moi, lui dis-je. »« Qu'ai-je donc fait ? Tu sais qu'à l'examen, tu étais arrivé en retard et avant que tu n'arrives, je venais de dire aux autres étudiants de ne pas s'en faire s'il y avait des numéros auxquels ils ne pouvaient répondre. Car il existe des problèmes classiques de mathématiques auxquels on n'a pas encore trouvé de solution. Les 2 problèmes au tableau étaient de ce groupe, des problèmes sans solution connus et toi, Georges, tu as solutionné un de ces 2 problèmes. Supposons qu'avant de passer l'examen, j'avais su qu'à ces 2 problèmes, il n'existait pas de solution. Croyez-vous que j'aurais pu en résoudre un des 2 ? Penser que tout est possible réussit partout. Dernièrement, nous avons aménagé dans notre nouvelle demeure et devant celui-ci, il y avait un lot de terrain de 5 mètres par 25 que nous ne savions comment utiliser.
Devions-nous y semer du gazon ou bien y planter des fleurs? Mon épouse fit la suggestion suivante. Pourquoi n'y installerions-nous pas une série de dalles de béton afin que les gens, lorsqu'ils sortent de leur voiture, puissent mettre pied sur un trottoir? Je crus que c'était une bonne idée. Je réalisai alors qu'il me fallait creuser le sol à une profondeur de 25 centimètres par une largeur de 5 mètres et sur une longueur de 25 mètres. Je me dis, Schuller, pense que tout est possible, tu peux le faire. Le lendemain matin, je sortis ma brouette et ma pelle et je commençai à creuser. Quand mon voisin sortit pour aller travailler, il s'arrêta et me demanda ce que je faisais. Je lui expliquai mon projet. Schuller, ça va te prendre des mois pour faire ce travail, me répondit-il. En pensant que tout est possible, je peux le faire en un rien de temps, répondis-je. Il se mit à rire et, poursuivant son idée voulant que c'était un projet impossible à réaliser, il me demanda où j'allais mettre toute cette terre. Je n'y avais pas pensé. Ne voulant pas admettre ma défaite, je lui répondis que j'en ferais un amas. Ça va faire un amas gigantesque, mais j'aime les gros amas, fut ma réponse. Alors qu'il s'en allait, je pouvais deviner sa pensée. Ça va lui prendre toute l'année à faire ce travail. Je continuai mon travail et rapidement je fis une découverte. Quand on creuse un trou pour en sortir la terre, elle prend de l'expansion et occupe un espace beaucoup plus volumineux. Mon voisin avait raison, car ma brouette était remplie de terre et je n'avais creusé qu'un petit trou. Je ne savais que faire en regardant tout ce qui me restait à creuser. J'invoquai le Seigneur en me disant qu'il devait exister un moyen beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide pour accomplir cette corvée. Vous ne croirez pas ce que je vais vous dire, mais c'est vrai. Par un heureux hasard, je vis un camion roulant dans ma direction et sur ce camion, il y avait un tracteur. Sur la porte du camion, on pouvait lire « Roy Fire, entrepreneur en excavation et terrassement ». Monsieur Fire était un de mes paroissiens. Il s'arrêta le long du chemin et me demanda ce que je faisais. Je lui dis que je travaillais sur ma nouvelle propriété et lui expliquai mon projet. Je lui demandai également ce qu'il faisait dans les parages. Il me répondit qu'il s'était égaré. Ensuite, il m'offrit de faire ce travail gratuitement, et cela en un rien de temps. Gratuitement, si ce n'est qu'en échange de la terre, qui était une excellente terre noire. Je lui répondis alors que cette terre valait beaucoup d'argent, mais que du fait qu'elle était un de mes paroissiens, je lui en ferais cadeau. Il descendit le tracteur du camion et fit le travail. Je me souviens de la charmante musique que faisait le tracteur. Brr, brr, brr. 1 heure plus tard, le travail était terminé. Mon paroissien s'en allait avec toute la terre. C'était fantastique. Il était 11h30 et j'étais devant ma maison à balayer la poussière sur le trottoir quand mon voisin arriva pour dîner. Il n'en crut pas ses yeux, mais il fut obligé de croire que tout est possible. Penser que tout est possible accomplit des miracles. L'autre jour, j'ai reçu un appel téléphonique d'un homme qui me dit « Docteur Schuller, je suis Pat Chauncey. Vous vous souvenez peut-être, nous avons dîné ensemble à Phoenix, en Arizona, lors d'une conférence de Billy Graham il y a 6 semaines cela. Je suis le jeune ministre qui a lu votre livre sur la pensée positive et depuis ma vie a complètement changé. Avant de lire votre livre, je n'avais aucune activité et par conséquent, ma paroisse fonctionnait très mal. Je me suis mise à rêver et comme vous le dites si bien, l'homme crée les rêves et les rêves créent l'homme. Eh bien, depuis, les affaires ont triplé. Nous allons bientôt construire un auditorium au coût d'1 million de dollars et qui pourra loger tous les gens qui viennent nous visiter. C'est magnifique. Voici la raison de mon appel. Il y a 3 semaines, j'étais à l'aéroport à Los Angeles, en route pour la Corée. Soudainement, il y a eu une explosion. Vous en avez certainement entendu parler. 3 personnes furent tuées et moi, j'ai été grièvement blessée. J'ai perdu presque tout mon sang. Ma jambe droite fut pulvérisée. Aujourd'hui, si je suis vivant, c'est par miracle et depuis je pense encore plus positivement. Voici pourquoi. Je me suis dit que ma jambe droite ne m'était pas indispensable pour réussir dans ma profession de prédicateur. Et mieux encore, je vais faire un meilleur travail qu'auparavant quand je retournerai dans ma paroisse pour continuer mon œuvre. J'aurai à coup sûr l'attention de tous mes paroissiens. Penser que tout est possible mène au succès, dans toute profession.
J'ai donné des conférences à travers le Canada et les États-Unis et j'ai relevé des statistiques. Je puis vous affirmer que les gens qui réussissent sont des personnes qui pensent que tout est possible. C'est ce qu'ils ont en commun. Avant que vous ne quittiez cette salle, je veux que vous aussi, vous soyez des gens qui pensent que tout est possible. Une personne qui pense que tout est possible possède 10 grandes qualités. Et ce sont ces 10 idées que je veux vous laisser. Chacune de ces idées est le titre des 10 chapitres d'un livre qui sera bientôt sur le marché. Les voici. Une personne qui pense que tout est possible. 1. Est une personne qui a une haute estime de soi. 2. Est une personne qui crée ses rêves. 3. Est une personne qui chasse les craintes. 4. Est une personne de décision. 5. Est une personne qui a des buts. 6. Est une personne enthousiaste. 7. Est une personne qui solutionne des problèmes. 8. Est une personne disciplinée. 9. Est une personne ressource. 10. Est une personne qui est prête à payer le prix. Tout le monde ici peut arriver au sommet. Chaque personne ici présente peut atteindre le succès si elle le désire. Connaissant plusieurs personnes qui ont réussi, j'ai de nouvelles pour vous. Si ces personnes ont réussi, ce n'est pas parce qu'elles disposaient d'un meilleur territoire, ce n'est pas non plus parce qu'elles avaient plus de trucs que vous, ce n'est pas non plus parce qu'elles avaient plus d'argent que vous. C'est parce qu'elles croyaient qu'elles pouvaient y arriver. Ils ont réussi parce qu'elles croyaient qu'elles avaient le droit de réussir autant que n'importe quelle autre personne. Un homme qui réussit dans la vie est un homme qui a du leadership. Et un homme qui a du leadership est un homme qui contrôle sa destinée. Ce n'est certainement pas son territoire qui détermine ses buts. Dernièrement, je sortais d'un hôtel de New York pour monter dans un taxi. Le chauffeur était un noir portant un anneau d'or dans le nez et il était là à m'examiner. Vous pouvez imaginer la réaction que j'ai eue quand il a crié « Docteur Schuller » en agitant sa main. « Docteur Schuller, vous avez changé ma vie. » Mon attention était attirée par cet anneau qu'il portait. Je me suis dit que je vendais des livres et non pas des anneaux pour porter dans le nez. « Docteur Schuller, vous avez vraiment changé ma vie. Je suis né de parents noirs et très pauvres dans Harlem. J'ai passé une bonne partie de ma vie dans Harlem vivant du bien-être social. Je me suis mariée et mon épouse et moi demeurions dans un logement très minable. Un dimanche, au cours d'une conférence télévisée, vous disiez que si l'on croit que tout est possible, alors c'est possible et qu'il n'y a qu'une personne qui nous sépare de nos rêves, et c'est nous. Vous avez raconté une histoire qui a changé ma vie. Il y avait des femmes négatives qui demeuraient à la Nouvelle-Orléans, près d'une rivière. Elles auraient préféré vivre dans une grande ville plutôt que dans un petit village. Elles étaient toujours maussades et à cause de cette situation. Une de leurs voisines, une personne positive, lasse de les entendre critiquer, leur dit « Vous vivez près d'une rivière, vous avez un bateau. La rivière mène au fleuve et le fleuve se jette dans l'océan. Alors prenez votre bateau et allez là où vous voulez aller. » C'est alors que j'ai réalisé que j'étais au plus bas et tout ce qu'il me restait à faire, c'était de remonter la pente. « D'accord, me dit mon épouse, trouve-toi du travail. » Ça m'a fait mal. Où trouver du travail? Quelqu'un aurait dû lui parler d'Henri. C'est alors que quelqu'un me suggéra de devenir chauffeur de taxi. Mon nouvel ami appela une compagnie de taxi qu'il embaucha immédiatement. Il termina en disant « Docteur Schuller, je fais maintenant plus d'argent à conduire un taxi qu'à vivre du bien-être social. » 1. Une personne qui a une haute estime de soi. Un individu qui pense que tout est possible se dit qu'il est aussi bon que toute autre personne. La plupart des gens qui sont à mi-chemin ou au bas de l'échelle du succès sont là parce qu'ils ne croient pas qu'ils méritent le succès autant qu'une autre personne. Si vous n'étiez pas premier de classe ou premier au fil d'arrivée dans la course, ou si vous n'aviez pas la réputation d'une personne qui excelle dans son domaine, c'est parce que l'image que vous aviez de vous-même était celle d'une personne qui ne méritait pas tous ses succès, mais seulement une part de succès. Maintenant, oubliez tout, sauf ce que je vais vous enseigner. Vous êtes aussi bon que n'importe quelle personne qui se trouve au sommet de l'échelle du succès. Vous méritez d'y être. Vous méritez de réussir. Vous avez été conçu à l'image de Dieu comme tous les autres. Aucun être humain n'est parfait.
Ayez une plus haute estime de vous-même. Quand vous serez conscient que vous n'êtes pas n'importe qui, mais bien un enfant de Dieu, alors la créativité sera là et vous serez prêt pour la deuxième étape qui est de créer vos rêves. 2. Une personne qui crée ses rêves. Une personne qui pense que tout est possible après avoir acquis une haute estime d'elle-même commence à rêver grand. Elle sait alors que la seule différence entre elle et celle qui est au sommet, c'est que cette dernière a de plus grands rêves que les siens. Les personnes qui réussissent sont des personnes ordinaires avec des rêves extraordinaires. J'ai distribué au-delà de 100 000 crayons à billes aux États-Unis, crayons sur lesquels il était inscrit. N'importe quel penseur négatif peut compter le nombre de pépins à l'intérieur d'une pomme. C'est facile. Mais Dieu seul peut compter le nombre de pommes à l'intérieur d'un pépin. J'ai montré un de ces crayons à Rich DeVos et lui a demandé ce qu'il voyait à l'extrémité de ce crayon. Savez-vous ce qu'il a dit? Jay, viens ici. Et ensemble, ils répondirent. Nous voyons pousser un pommier, ensuite un verger de pommes, puis une usine de pommes sur la côte du Pacifique, en Australie, au Canada, etc. Avez-vous déjà regardé une grosse entreprise qui fait la réflexion suivante? J'aurais tant aimé joindre cette grosse entreprise à ses débuts. Aujourd'hui, je serais millionnaire. Imaginez-vous en 1994 dans un auditorium qui contiendrait plus de 100 000 distributeurs qui ont réussi dans leur commerce envahi. Vous feriez la réflexion suivante. J'aurais dû joindre cette entreprise il y a 20 ans, en 1974. Le commerce n'en est qu'à ses débuts. Et quelle chance vous avez d'en faire partie. Nous avons tous raté une belle occasion par le passé. Ne manquez pas de profiter de celle que vous avez présentement. Si vous n'êtes pas un distributeur direct, votre premier rêve devrait être d'en devenir un. Si vous êtes direct, rêvez d'être diamant. Et si vous êtes diamant, visez à être couronne. Créez-vous un rêve et prenez une décision. 3. Une personne qui chasse les craintes. Les gens qui ont réussi ont eu la foi, plutôt que la peur. Deux forces vous influencent tout au cours de votre vie, la foi ou la peur. Elles influenceront vos gestes. Chassez la peur de votre vie. Je sais de quoi je parle. Il y a 20 ans, on m'a envoyé en Californie pour établir une nouvelle paroisse. Ma femme était ma seule paroissienne et je disposais de quelques centaines de dollars pour débuter. Cette somme étant insuffisante pour louer une grande salle et couvrir les autres frais, je décidai de louer un ciné-parc qui ne coûtait presque rien. La crainte m'envahit car je me demandais ce que les gens penseraient. Quelle serait la réaction de mes amis? Allait-on croire que j'étais fou? Ne sachant que faire, je décidai d'aller voir Norman Vincent Peale. En entrant dans son bureau, j'ai lu sur un calendrier la pensée suivante. Mieux vaut échouer dans une grande entreprise que de ne réussir à rien du tout. Je lui confiai mon projet et il m'avoua que c'était la meilleure idée qu'il ait jamais entendue. J'avais eu un grand rêve, mais j'avais la crainte d'échouer. Ne laissez pas la crainte décider pour vous, sinon vous resterez au bas de l'échelle du succès. Ne laissez pas la crainte contrôler votre destinée, car elle a pour but de vous abaisser. C'est la foi en quelque chose qui va vous grandir. Assurez-vous que c'est la foi qui vous guide et non pas la crainte. 4. Une personne de décision. Quand vous arriverez à la fin de vos jours, votre vie sera le résultat de vos décisions. Savez-vous que vous avez la liberté de décision? De tous les dons que Dieu nous a faits, le plus grand de tout n'est-il pas celui qui nous permet de décider de ce que nous voulons faire de notre vie? Permettez-moi de vous annoncer un grand principe de vie des gens qui pensent que tout est possible. Ils ont appris à prendre la bonne décision avant de résoudre un problème. La plupart des gens qui n'obtiennent rien de la vie sont talentueux, parfois même très instruits, nés de bonnes familles, qui ont vécu dans des belles villes. Ils n'ont pas connu le succès parce qu'ils n'ont pas appris à prendre la bonne décision avant de solutionner des problèmes. Ils se tiennent constamment sur la défensive. Vous croyez tous en la Bible. Je vais vous raconter l'épisode suivant. Alors que les Hébreux façonnaient des briques sous la domination égyptienne,
et étaient réduits à l'esclavage, ils rencontrèrent Moïse et lui dirent « Moïse, délivre-nous de cet esclavage. » Supposons que Moïse leur ait répondu « Je ne peux pas prendre des décisions avant d'avoir solutionné les problèmes. Je ne peux pas vous conduire à la terre promise avant d'avoir trouvé un moyen pour traverser la mer Rouge. Il n'y a aucun pont traversant la mer Rouge et la marée n'est pas assez basse pour nous permettre de traverser. Je ne suis pas assez stupide pour nous diriger hors de l'Égypte jusqu'à la mer Rouge pour ensuite vous faire engloutir par la mer. Si vous attendez d'avoir des solutions avant de prendre des décisions, vous ne vous marierez jamais. Je me suis mariée avant de connaître toutes les solutions aux problèmes que la vie familiale apporte. Je ne savais pas si je pourrais éduquer mes enfants convenablement. Je ne savais pas non plus si j'aurais assez d'argent pour rendre ma vie familiale agréable. Si j'avais essayé de solutionner tous les problèmes que le mariage allait m'apporter, je ne me serais jamais mariée. Prenez la bonne décision et je vais vous dire ce qui arrive ensuite. Vous devenez un cerveau créatif qui trouve de brillantes solutions aux problèmes et vous faites face à toutes les situations existantes. Je veux que vous preniez une décision maintenant. Quels sont ceux ici qui sont dans le commerce mais qui ne sont pas encore directs? Je vous félicite parce qu'en levant votre main, vous venez de prendre la décision de devenir direct. Félicitations. Combien parmi vous sont directs? En levant votre main, vous venez de prendre la décision de devenir diamant. Félicitations. C'est simple tout ce dont vous avez besoin. C'est de si direct et vous obtenez votre diamant. Une décision ferme. C'est tout ce dont vous avez besoin. 5. Une personne qui a des buts. Une fois que votre décision est prise, il ne vous reste qu'à vous fixer des buts. Vous n'irez jamais plus haut que les buts que vous vous êtes fixés. Savez-vous qui est le maître de votre vie? Le maître de votre vie est celui qui vous fixe des buts à atteindre. Je vous le répète encore une fois, vous ne dépasserez jamais vos buts. Ce qu'il y a de plus tragique, c'est que plusieurs d'entre vous n'ont pas de but. J'ai un slogan dans mon église. Si vous échouez dans votre planification, vous planifiez votre échec. Fixez-vous des buts, ils vous élèveront. 6. Une personne enthousiaste. Une personne qui pense que tout est possible devient enthousiaste parce qu'elle progresse. L'autre soir, un individu qui est venu me reconduire à l'aéroport était très enthousiaste parce qu'il est distributeur direct dans un Way. Il est dans le commerce depuis 6 mois et m'a confié que dans 24 mois, il serait diamant. Je lui ai demandé d'où lui venait cette assurance de réussir. Il me répondit « Mon épouse et moi avons pris la décision de consacrer 5 soirs par semaine à recruter des gens. Nous allons faire pendant les 2 prochaines années des choses que nous n'aurons pas à faire quand nous ne pourrons pas le faire. Cela est très sensé. Cette année, sa déclaration de salaire ne fut de 18 000 $ alors que l'an dernier, il se demandait comment il allait faire pour boucler son budget. Sa langue écrite est pitoyable. Son plus haut degré de scolarité est une 8e année, mais il est très enthousiaste. 7. Une personne qui solutionne des problèmes. Une de mes histoires favorites est celle-ci. C'est l'histoire d'un homme qui pêchait et quelqu'un qui le surveillait le voir prendre des petits poissons et les mettre dans un seau. Puis lorsqu'il attrapait un gros poisson, il le rejetait dans l'eau. Finalement, le spectateur curieux alla au pêcheur et lui demanda « Excusez-moi, mais pourquoi mesurez-vous vos poissons et gardez-vous ceux qui sont courts alors que vous rejetez ceux qui sont longs ?» Le pêcheur répondit « C'est très simple. Ma poêle à frire ne mesure que 25 cm. Achetez-vous votre poêle à frire pour accommoder le poisson ? Pas tout à fait, j'imagine. Permettez-moi de vous dire le nom de ce pêcheur-là. Vous le regardez actuellement et vous le voyez tous les matins dans le miroir. Tous et chacun, vous et moi, nous sommes comme ce pêcheur. La plus grande idée qui entre dans notre esprit, nous la rejetons. Pourquoi ? Parce que c'est une grande idée, ça semble impossible pour nous, mais possible pour un autre. Tout ce qui est nécessaire, c'est de penser plus grand. Ayez une plus grosse organisation, appelez plus de clients, passez plus de temps au téléphone. Vous avez entendu parler de ce que Jim Jones a fait. Commencez à appeler des gens et à leur parler de l'opportunité à 3 heures du matin, comme Jim a fait. Vous allez avoir leur attention à cette heure-là.
Résolvez des problèmes. Pensez plus grand, travaillez plus fort. Pensez plus grand, travaillez plus fort. Pensez plus grand, travaillez plus fort. Vous solutionnerez ainsi n'importe quel problème. 8. Une personne disciplinée. Le 8e principe est la pratique de la discipline personnelle. Ceux qui pensent positivement apprennent à se discipliner eux-mêmes. Ils ne gaspillent pas leur temps. Y en a-t-il parmi vous qui ont regardé des gens qui réussissent et se demandent où ils prennent le temps de faire tout cela? Je vais vous dire une chose. Tout homme reçoit de Dieu une journée de 24 heures et c'est pareil pour tout le monde. Une heure qui m'est donnée ici, c'est 60 minutes pour moi comme pour vous. 9. Une personne ressource. Une semaine, c'est 7 jours, pour vous comme pour moi. Dieu nous traite tous de la même façon. Comment se fait-il que des gens peuvent accomplir beaucoup de choses dans peu de temps alors que d'autres ne le peuvent pas? C'est tout simplement une question de discipline personnelle. Gérez vos occupations. Disciplinez-vous et planifiez votre temps, c'est aussi simple que cela. Prenez-moi un exemple. Les gens me demandent où je prends le temps d'écrire, d'édifier une église, de donner des conférences télévisées et de voyager d'un bout à l'autre du pays. Voici ma réponse. Je sais ce que je veux accomplir. Mes buts sont déterminés. Je me suis acheté un agenda dans lequel je m'inscris ce que je vais faire chaque jour. Je ne laisse rien déranger mon horaire. Je planifie mon travail et je travaille selon ma planification. Ça semble trop simple pour y croire. Ça, c'est de la discipline. Planifier ses occupations, c'est éliminer la perte de temps. Il y a quelque temps, j'étais dans une chambre d'hôtel au Japon. Sur la commode, près du lit, il y avait un livre. Dans ce livre, on raconte une histoire. Une épouse japonaise vient voir son époux et lui manifeste le désir d'avoir un nouveau couvre-lit. Son époux lui demande ce qu'elle fera de son vieux couvre-lit et lui répond qu'elle le taillera pour en faire des thés d'oreiller. « Que ferais-tu de tes vieux thés d'oreiller ?»« J'en ferai des linges à poussière, lui répondit-elle. Alors il lui demanda ce qu'elle ferait de ses vieux linges à poussière. Elle lui répondit qu'elle allait les assembler pour fabriquer une vadrouille. « Que ferais-tu de ta vieille vadrouille ? Je vais la couper en petits morceaux que je mélangerai avec le ciment pour remplir les trous du mur. »« D'accord, lui dit-il, tu peux acheter un nouveau couvre-lit. » Comme vous le constatez, rien n'est perdu. Un de mes amis avait résidé dans le même hôtel et avait acheté des cadeaux. Il avait jeté les boîtes d'emballage dans une poubelle et avait rapporté les cadeaux dans ses malles. Quand il est arrivé chez lui, un gros colis venant de l'Orient l'attendait. Une note accompagnait ce colis. « Cher monsieur, nous vous retournons quelques effets que vous avez oubliés dans votre chambre d'hôtel. » Quelle ne fut pas sa surprise en ouvrant le colis d'y trouver les boîtes d'emballage des cadeaux qu'il avait achetés avant de quitter le Japon. « J'ai quelque chose d'étonnant à vous apprendre. Dieu n'a pas inventé la poubelle, c'est l'homme qui l'a inventée. Ne perdez pas votre temps. Commencez aujourd'hui, faites-le maintenant. Déterminez vos buts. Augmentez vos rêves, fuyez la peur, mettez la foi à la barre de votre vie, faites fructifier vos idées. Vous êtes capable, vous aussi, de vous rendre au sommet de l'échelle du succès, car vous le méritez autant que quiconque. Les gens ne sont pas plus intelligents que vous, ils ne sont pas plus talentueux que vous l'êtes, ils n'ont pas un meilleur territoire que vous, car en tant que distributeur en Way, le monde entier est votre territoire. Finalement, tout cela nous conduit au 10e point. 10. Une personne qui est prête à payer le prix. Êtes-vous prêt à vous imposer les sacrifices, payer le prix que le succès exige? Mon assistant Michael Mazon, un type formidable, m'a dit un jour qu'il aimerait que je rencontre sa fille Tara. C'est la fillette la plus courageuse que je connaisse. C'est une travailleuse acharnée. Il me raconta son histoire. Elle était âgée de 2 ans quand elle eut un accident. Elle arriva à l'hôpital dans le coma. Elle ne pouvait ni marcher, ni voir, ni entendre, ni parler. En fait, elle était comme un légume. Elle était complètement paralysée. Quelque temps après leur arrivée à l'hôpital, Michael et sa femme entendirent soudainement l'appel suivant. 99, 99, 99, 99, 99, 99. Aux États-Unis, cela signifie tous les médecins disponibles. Rendez-vous à une telle chambre et il y a un patient qui se meurt. Il s'est dit « Oh mon Dieu, j'espère que ce n'est pas Tara. »
Puis il vit accourir les médecins à la chambre de sa fille. Il se glissa dans la chambre et vit qu'on s'empressait de faire un massage cardiaque à sa petite fille. Ils pressèrent la poitrine de celle-ci jusqu'à ce que le cœur se remette à battre. 4 fois durant la semaine, les médecins entendirent l'appel. 99, 99, 99, 99. Et 4 reprises, ils l'arrachèrent des mains de la mort. Finalement, ils lui installèrent un cœur et un poumon mécanique. Et ainsi, ils la maintinrent vivante. Pendant tout ce temps, elle était toujours dans le coma. Elle était immobile comme le plancher de béton et aussi blanche que la neige. Seule la machine continuait à faire fonctionner le cœur et les poumons. Le médecin-chef dit à Michael, « Il va falloir que vous preniez une décision bientôt. Combien de temps voulez-vous que les machines continuent de fonctionner pour elle ?» Ce soir-là, Michael resta à son chevet, regardant son visage pâle, ses longs cils, son corps frêle et inanimé. Il se mit à faire ce qu'il faisait lors du coucher à la maison. Il passa son doigt sur ses lèvres en disant les mots suivants. « Petite abeille, vole autour de ta ruche. » Il le fit à nouveau. « Petite abeille, vole autour de ta ruche. » Puis soudainement, il se mit à sourire. Le premier signe de vie depuis qu'elle avait été hospitalisée. À ce moment, Michael reprit espoir et crut que tout était possible. Il avait foi maintenant. Pour raccourcir l'histoire, Michael amena sa petite fille dans un institut de réhabilitation. C'est un des plus grands instituts de ce genre de renommée internationale. Je fais partie du conseil exécutif. Après un examen complet, le diagnostic fut le suivant. Les cellules du cerveau qui commandent les fonctions vitales sont entièrement détruites. Mais nous avons de bonnes nouvelles pour vous. Quand Dieu conçut le cerveau humain, il le fabriqua d'une façon telle que les plus intelligents utilisent seulement 10% de ces cellules. 90% de ces cellules ne sont jamais utilisées même durant toute une vie. C'est comme si vous partiez en auto pour un grand voyage et que plutôt que d'avoir une seule roue de secours, vous en aviez 1000 pour chaque pneu de votre voiture. Quand 90 millions de cellules ne seront jamais utilisées de plus. Certains médecins croient qu'il est possible de remplacer les cellules mortes dans leur rôle organique par les cellules non utilisées. Il nous est arrivé à plusieurs reprises de réussir à programmer les cellules inactives pour accomplir les fonctions essentielles à la vie. Il va falloir établir un programme, un schéma afin que vous fassiez les mouvements pour Tara de sorte que son corps réussisse à réveiller les cellules de son cerveau en les commandant. Ainsi peut-être réussirons-nous à provoquer ces cellules qui pourront reprendre le contrôle sur les fonctions vitales. Il faut donc montrer à l'enfant à se traîner, à parler, à entendre, à voir et même à marcher. Ce que vous avez à faire, nous allons vous le dire. Vous allez rentrer à la maison et pendant 8 heures par jour, 7 jours par semaine, 52 semaines par année, et cela pour des années à venir, sans promesse de succès, vous allez faire ces exercices. Vous allez la suspendre par les talons et la faire balancer pendant 3 minutes, de façon à ce que son sang atteigne le cerveau. De cette façon, le sang stimulera les cellules inactives. Ensuite, vous allez engager 5 femmes qui lui feront faire des gestes d'un bébé qui se traîne. Pendant qu'une femme fera pivoter sa tête, une autre tirera sur sa jambe, une autre poussera sur son autre jambe et les 2 autres feront les mêmes exercices avec ses bras. Tout cela doit être exécuté avec une parfaite coordination. Il y avait déjà 2 ans qui suivaient les recommandations des médecins lorsqu'il commença à travailler pour moi et il me dit « Docteur Schuller, un miracle s'est produit, elle peut voir parfaitement. J'insiste que pour vous la rencontriez. » Maintenant, elle est âgée de 4 ans. Elle parle parfaitement, mais ne peut encore marcher. Elle peut chanter aussi, et elle ne s'est jamais découragée. Il lui arrive de pleurer quelquefois, mais je sais qu'elle n'abandonnera jamais. Je me rendis chez Michael pour voir sa petite fille. En entrant dans sa chambre, je vis accroché au mur le credo des penseurs positifs. Au pied de la montagne, je n'abandonnerai jamais. Je lutterai jusqu'à ce que j'ai réussi à la franchir, jusqu'à ce que je trouve un chemin, un passage souterrain, où je resterai là simplement. Et je changerai la montagne en une mine d'or, avec l'aide de Dieu. Une jolie petite fille aux cheveux longs était assise sur un banc très haut
qui lui servait de table et d'exercice. 5 femmes étaient là à se reposer et puis quelques instants après, une d'entre elles dit « Tara, es-tu prête à recommencer ?» J'étais debout près de la porte et la petite me regardant dit oui. Elle entreprenait sa 3e année d'exercice. Je fus surpris d'entendre cet enfant chanter si magnifiquement. En chantant, elle donnait la mesure du rythme pour les 5 femmes. Je suis sorti humilié de cette maison. J'étais l'un de ceux qui avaient douté de sa guérison. Manque de courage. Payez le prix, le résultat en vaut la peine. Vous tous qui recherchez une haute estime de soi, les rêveurs, les intrépides, les fonceurs, les chefs, les enthousiastes, les personnes ressources et celles qui sont prêtes à payer le prix, vous pouvez maintenant parvenir au sommet de l'échelle et je vous y rencontrerai. Félicitations et que Dieu vous bénisse. Merci. Merci en guise de remerciement pour vos applaudissements. Je vous demande de fermer les yeux et de décider maintenant. C'est là le secret. Prenez de fermes décisions et vous y arriverez. Dr Robert H. Schuller. Une magnifique plaque ayant la forme de la province de Québec a été remise au Dr Schuller lors de cette conférence avec inscription suivante. Dr Robert H. Schuller, hommage à un grand homme qui en aide tant d'autres à penser que tout est possible. Nous vous admirons pour l'inspiration que vous laissez partout où vous passez.